Gwendoline, depuis 2013, elle est responsable du projet national de reconversion des sportifs de haut niveau à l'INSEP, donc Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Dans ce rôle, elle développe des dispositifs visant à faciliter la transition professionnelle des athlètes après leur carrière sportive. Donc je crois que tu es titulaire d'un Master 2 en management et développement des ressources humaines. Mais aussi un solide parcours académique en archéologie et histoire, histoire ancienne même, et voilà, avec des études doctorales menées à la Sorbonne et au CNRS. Avant de rejoindre l'INSEP, elle a travaillé comme consultante en recrutement, en gestion de carrière dans le secteur culturel. Donc son parcours est assez atypique, mais du coup très riche, mêlant sciences humaines, enseignement et ressources humaines. Et ça lui permet d'avoir une approche humaine et stratégique aux enjeux de reconversion des sportifs de haut niveau. Merci Gwendoline de nous présenter le nouvel accompagnement de l'INSEP dans l'après-carrière des sportifs. Merci à vous pour l'invitation et merci pour cette présentation que je n'avais pas prévue. Je vais juste faire une petite correction, c'est qu'effectivement lorsque je suis arrivée à l'INSEP, j'étais responsable de l'accompagnement, enfin responsable du projet reconversion des sportifs de haut niveau. Actuellement, nous sommes 4 à avoir la même mission qui est celle d'accompagnatrice des projets de performance des sportifs en carrière à l'INSEP. Donc je vais vous expliquer en quoi effectivement le public cible a un petit peu glissé progressivement. Donc on a parlé d'une ministre assez récente, mais alors moi je vais revenir un petit peu en arrière. Comment ce poste a été créé en 2013 et pourquoi effectivement vous avez entendu plusieurs fois des gens dire l'INSEP a déjà des antécédents sur cette capacité à accompagner des sportifs de haut niveau. Donc avant de parler du niveau dispositif, il faut que je vous remette un petit peu un contexte. Donc c'est vrai qu'en 2013, Valérie Fournéron qui était ministre des Sports à l'époque, avait lancé une étude pour voir si l'ensemble des accompagnements qui étaient faits sur les structures du territoire permettaient pendant la carrière finalement de terminer cette carrière en étant satisfait de la position sociale, professionnelle, psychologique qu'on pouvait avoir finalement une fois qu'on avait terminé. Il s'est avéré que les résultats n'étaient pas si mauvais. Finalement, l'étude, je ne l'ai plus en tête, mais à l'époque, il y avait 21% de sportifs de haut niveau qui se déclaraient, je dis bien qui se déclaraient, insatisfaits ou en difficulté, ce qui donnait l'impression que ça allait plutôt pas mal. Je parle de déclaratif puisqu'on sait très bien quand même qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas finalement se rapprocher de professionnels pour se faire accompagner, qui vont rester dans l'isolement soit par choix parce qu'ils sont en difficulté psychologique et ils ont du mal à revenir vers leur structure, soit parce qu'effectivement, dans leur pratique sportive, selon les sports qu'ils pratiquaient, ils n'ont pas eu accès au bon interlocuteur et ils ne connaissent pas la personne vers qui se tourner. Donc à un moment donné, elle s'est dit, bon, 21%, c'est quand même un chiffre assez intéressant pour qu'on aille finalement mettre un acteur qui pourrait aller travailler avec eux plus spécifiquement. Donc c'est là que l'idée est venue au ministère de créer une mission reconversion, donc qui viendrait compléter l'ensemble des missions d'accompagnement qui sont déjà très anciennes à l'INSEP et dans d'autres structures, mais qui consistait en un accompagnement à l'orientation, à la formalisation du projet de vie, un accompagnement finalement de ce qu'on appelait le double projet, mais pas à cette phase de transition plus spécifique, même si certains, bien sûr, ne lâchaient pas dans la nature les sportifs qu'ils accompagnaient, mais ils n'avaient pas toujours les moyens, ni financiers ni humains, ensuite de les accompagner au long cours, après. Donc la mission a été finalement d'accompagner cette fois-ci des sportifs de haut niveau qui ont été sur liste. Alors la première demande, c'était liste reconversion. Alors là, je fais une petite parenthèse là-dessus. Donc quand j'allais régulièrement finalement à la direction des sports, et on me disait, mais pourquoi vous accompagnez des gens qui sont hors liste? Donc voilà, j'avais dû acculturer également finalement à un moment donné la direction des sports sur le fait que très peu de sportifs de haut niveau se retrouvaient sur ces listes reconversion pour différentes raisons qu'on ne va pas forcément mettre en avant ici, mais je peux juste en citer certaines. C'est que parfois certains ne connaissaient même pas la liste reconversion, d'autres quittaient leur structure parfois en conflit avec certaines personnes à qui ils auraient pu demander, donc ils n'osaient pas retourner demander cette mise en liste, etc.
Et certains, effectivement, en fédération, disaient bah oui, mais moi, si je mets quelqu'un en liste reconversion, ça me prend aussi peut-être un quota sur une autre liste, etc. Donc il y avait plein de raisons possibles pour ne pas se retrouver sur ces listes, mais donc peu de sportifs s'y retrouvaient. Donc on avait modifié le dispositif par rapport à mes observations de terrain, où on s'était dit d'accord, donc on va prendre finalement non pas que les gens qui sont en liste reconversion, mais les gens qui ont été en liste. Donc à l'époque, c'était senior, élite, reconversion et avoir été en liste. Et c'était les sports amateurs, donc ceux dont on parle beaucoup en général et qu'on a à l'INSEP, et les sports professionnels. Donc ça faisait beaucoup pour une même personne. Donc, moi je suis arrivée là-dessus. Je venais d'un cabinet de chasse de tête, effectivement. Vous avez pu voir que j'avais un parcours un peu atypique. C'est ce qui a fait qu'à l'époque, on s'était dit, bon, elle a vécu la reconversion à un moment donné, elle a ses compétences finalement d'accompagnement vers l'emploi, elle ne connaît pas le milieu du sport. Effectivement, je suis arrivée en disant, je viens d'un autre univers. Mais je leur avais dit, voilà, mon objectif, ça va être de les emmener aussi vers une autre vie, de les sortir du sport pour certains. Et cette compréhension du profil atypique, de la reconversion, etc., on l'avait, et il y avait ce besoin très important à l'INSEP de se dire, nous n'avons pas de professionnels qui pourraient les accompagner sur, comme le disait Sophie, la création des CV, la préparation aux entretiens d'embauche, la mise en relation avec des entreprises. Donc finalement, ça a été une mission assez complète, où il y avait une part d'accompagnement direct, une part événementielle, puisqu'on avait mis en place un événement qui s'est arrêté avec le Covid, ça s'appelait Startup ta reconversion, pour pouvoir également aider les sportifs qui voulaient créer leur entreprise à rencontrer les bons professionnels. Donc là, j'allais chercher des incubateurs, j'allais chercher en fait aussi bien des sportifs qui avaient monté leur boîte que des gens qui n'étaient pas du tout du milieu du sport, pour pouvoir les aider à créer des connexions et ensuite à oser se lancer. Donc on avait différents événements de ce type-là. Et il y avait la part gestion de projet, puisque il y avait toute la part dont a parlé Sophie sur la création du référentiel de compétences et tout ce qui peut aller avec. Donc c'est vrai que sur toute cette première partie qui a été menée pendant à peu près 6 ans, on va dire de 2013 à 2019, la mission était dédiée, a été localisée à l'INSEP, mais dédiée finalement à l'ensemble des sportifs qui pouvaient être plus isolés, puisque généralement j'allais sur les pôles et c'est vrai que souvent je leur disais mais c'est bizarre, finalement j'accompagne beaucoup de gens hors INSEP, alors que je suis localisée à l'INSEP. Ça pourrait être facilitant d'accompagner d'anciens sportifs de l'INSEP, du moins des gens qui sortent de pôle. Et là on me disait mais non, mais ils n'ont pas besoin. C'était là tout le nœud du problème. Et je me suis dit, j'arrive à un endroit où finalement il y a plein de bonnes intentions, comme l'a dit Laurent à un moment donné, c'est-à-dire que sur l'affichage, il y a l'envie. Quand on parlait individuellement à un responsable de pôle, un ancien entraîneur, il y avait du vécu. Beaucoup disaient, ouais, moi j'ai mal vécu ma reconversion, ou j'aurais eu besoin d'aide et j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Mais ensuite, au niveau du système, au niveau institutionnel, on se disait, oui, mais finalement, on les accompagne déjà en carrière. Donc en fait, pourquoi les accompagner sur la reconversion? Et à chaque fois, j'entendais ce discours, ta mission ne sert à rien si le sportif a été bien accompagné en carrière. Je me disais, bon, d'accord. Donc souvent, je leur disais, alors, on va refaire une petite chose très très simple. Si là, tu as un beau CV, c'est ce que je dis souvent, un beau CV, tu es directeur général et tu te fais débarquer demain et que le CV est très très bien rempli, donc en fait, toute ta carrière a été très bien menée, mais du jour au lendemain, tu es licencié, ou on te dit, hop, je ne sais pas, licenciement pour faute, ce que tu veux, etc. Est-ce que vous pensez que cette personne a besoin d'un accompagnement, d'un bilan de compétences, d'une remise en question, ou que tout va bien? Alors généralement, quand je donnais cet exemple-là sur les pôles France, on me disait, ah oui, mais ça c'est sûr, mais c'est pas pareil. Et à chaque fois, je leur disais, si, c'est pareil. Parce que certes, certains sportifs, on a parlé d'anticipation, anticipent, donc se préparent, mais beaucoup sont quand même dans la situation où ils vont devoir arrêter leur carrière, certes parce qu'ils se sont blessés, donc déjà le corps les a abandonnés. Donc il y a tout ce travail à faire sur la relation au corps. Pourquoi moi j'ai échoué et pas l'autre? Pourquoi j'ai pas fait cette médaille? Pourquoi je suis pas montée sur le podium? Donc tout ce travail-là finalement dont on a parlé hier, si on ne le fait pas avant de s'insérer, généralement on arrive face à un recruteur, le discours il part dans tous les sens. On n'a pas la motivation, on n'a pas les bons termes, on ne sait pas forcément qui on est à ce moment-là. Et après je leur disais, vous oubliez tous les autres. Donc ceux finalement qui sont partis sur conflit, qui sont partis à un moment donné parce qu'on leur a dit mais toi tu performes plus, donc finalement on n'a plus besoin de toi. Mais le sportif en lui-même ou la sportive ne partage pas toujours cette vision des choses, se dit mais si,
Je suis pas prêt à m'arrêter. Moi, en fait, voilà, c'est un sport à maturité tardive, par exemple. Je suis capable d'aller plus loin. Bah non, fin de non-recevoir. Bah ça correspondrait à un licenciement. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas de protection par le biais d'un contrat. Donc, une fois que j'ai expliqué tout ça, on se disait, ah oui, d'accord, peut-être qu'effectivement, qu'on travaille sur la transition, ça peut être utile. Mais j'avoue que j'ai quand même passé 50% de mon temps à batailler et c'était épuisant pour dire, bah voilà, si, c'est utile. Et ça devient lassant quand on se rend compte qu'un système n'a pas intégré finalement cette difficulté-là. Il y a une espèce d'omerta et tabou, on l'a souvent dit, tout simplement parce que chacun dans le milieu sportif est généralement un ancien sportif, un ancien entraîneur, etc. Bon, il y a des cas, mais pas tous, c'est pas toujours le cas, mais beaucoup. Donc beaucoup individuellement a eu cette expérience de vie. Mais c'est comme si chacun le gardait pour soi, et finalement, une fois qu'ils sont en poste, au niveau institutionnel, ils se disent bah, on est quand même dans un système qui intègre la notion de performance. Donc ça, je l'entendais également souvent. On me disait mais pourquoi on s'occuperait de ceux qui ne performent plus? Puisque nous, notre job, c'est justement de s'occuper de les faire performer. Et entièrement d'accord, justement. Et c'est là où on leur disait mais cette mission a été créée pour prendre le relais. Parce qu'effectivement, on a tous des rôles différents. Celui qui est là pour pouvoir aider quelqu'un à aller faire une médaille et à performer n'est effectivement pas là pour pouvoir l'aider à s'insérer professionnellement à l'instant T. Il peut l'être parce que souvent les sportifs nous le disent eux-mêmes, beaucoup de gens se retrouvent dans le système involontairement des accompagnateurs ou des confidents. Un kiné, un entraîneur, voilà, les sportifs vont aller s'appuyer pas toujours de façon institutionnelle sur la personne désignée comme étant l'accompagnateur ou le responsable de suivi socio-professionnel. Mais peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir trouvé à un moment donné un interlocuteur qui est prêt à vous écouter. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand on a dit hier que c'est important d'acculturer également les entraîneurs. Et effectivement, ils sont les premiers confidents souvent. Donc ils peuvent être ce premier relais aussi. Et on a besoin de tout le monde. Et nous, on leur disait, bah, vous avez une mission qui est celle d'amener vers la perf. Et là, on crée une mission qui est celle d'aider à sortir effectivement d'un système une fois qu'on ne performe plus. Donc tout le travail a été de se dire, voilà, maintenant, comment on va chercher ces sportifs de haut niveau. Donc, ils pouvaient être envoyés par les responsables de suivi socio-professionnel. Alors moi, je suis arrivée en 2013, un peu avant l'obligation, effectivement, d'avoir des responsables de suivi socio-pro en Fédé, mais ils existaient quand même déjà. Envoyés directement par les DTN, et en général, ils arrivaient vers moi par le biais de LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Et je travaillais en réseau avec tous les acteurs dont a parlé Sophie juste avant. Donc c'est vrai que mon premier étonnement quand je suis arrivée, forcément je ne connaissais pas cet univers. Je me suis dit, bah, je vais juste aller voir les pôles, puis je vais leur demander leur liste d'anciens sportifs. La naïveté complète. Donc mais c'est bien quand on arrive naïf, on demande des trucs. Et finalement, on me dit, ah, non, on n'a pas ça. Et là je me disais, mais alors comment je vais faire pour faire un état des lieux, parce que c'est une mission nationale, sur l'ensemble des sportifs qui auraient arrêté leur carrière, et comment je vais aller les chercher? Puisqu'on avait décidé qu'on allait de 1 an jusqu'à 5 ans d'arrêt après la carrière. Je vous avouerai que j'en ai accompagné certains, mes plus jeunes 18 ans et les plus anciens 53 ans pour un karatéka qui reprenait un master sport, expertise et performance chez nous. Mais c'est vrai que c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait ce problème-là de l'information et de la donnée. À un moment donné, la donnée se perd. Qui a arrêté, quand, pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc j'avais commencé à vouloir lancer une étude comme ça avec un stagiaire, puis finalement à un moment donné, mais la masse a été tellement énorme sur l'ensemble du territoire qu'on s'est dit bon, on va être obligé de répondre, comme Sophie le disait avant, à la demande. Parce qu'à un moment donné, il y en a certains qu'on va aller chercher, puis d'autres on répond à la demande. Donc au fur et à mesure, tout le travail était de les accompagner directement, de les aider finalement grâce également à une consultante en relations entreprises, qui est maintenant devenu un consultant depuis peu, à s'acculturer au milieu de l'entreprise. Donc c'était ça aussi la force de l'INSEP, c'est de se dire, bon, il y a une mission, il y a d'autres acteurs, et on travaille tous en lien, aussi bien avec les directions régionales à l'époque, ensuite les MRP, l'ANS, et puis toutes les institutions de droit commun. Donc j'allais frapper à la porte, effectivement, de l'APEC, etc. Et on a cette chance d'avoir en interne, donc, un consultant en relations entreprises qui maintenant en charge le campus d'excellence, donc qui est une nouvelle structure qu'on a mis en place pour pouvoir un petit peu borner aussi
à la fois les problématiques de formation et d'orientation, c'est-à-dire pour ceux qui voudraient aller vers l'apprentissage parmi les sportifs qui sont en carrière, qui sont intéressés par des parcours d'apprentissage. C'est très difficile à mettre en œuvre, parce que là on n'est plus sur un double aménagement, mais sur un triple aménagement. Donc il va se mettre en lien avec des écoles, avec des institutions, avec des entreprises. Et on fait des découvertes métiers, donc qui peuvent être faites effectivement par les institutions de droit commun, mais nous ça fait longtemps, depuis le départ, la consultante qui était là, dès qu'on avait un sportif en carrière qui nous disait voilà, je m'intéresserais, je sais pas, voilà, j'aimerais créer des vêtements, j'aimerais devenir architecte, j'aimerais être kinéquin, et voilà, on disait ok, très bien, mais il y a peut-être, est-ce que tu fantasmes le métier ou est-ce qu'en fait tu sais ce que c'est, tu sais ce que font les gens au quotidien, tu sais quelles sont leurs galères et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire quand ils font ce métier-là. Donc on avait cette possibilité effectivement de les envoyer faire ces découvertes métiers. Et je parle au passé tout simplement parce que progressivement le pôle haut niveau a évolué et à un moment donné on s'est quand même rendu compte d'une problématique, c'est que nous étions donc 5 à l'époque accompagnateurs. Donc Laurence Blondel qui était sur l'accompagnement à tout ce qui était orientation et début de carrière finalement et mise en place du projet. On avait alors un collègue qui n'est plus là mais qui est maintenant en MRP, Erwan Tomaso, qui était lui sur l'accès à l'emploi en pleine carrière. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir comment on a fait évoluer le dispositif. On avait ensuite Gébry Zeman et Viviane Bonvin, donc qui n'est pas présente parmi nous, qui étaient également sur les relations avec les études extérieures et la faisabilité du projet. Donc là, vous constatez que c'était une organisation qui était tournée finalement sur une spécificité, une spécialisation d'activités et de missions. Donc chaque responsable de pôle, chaque RSSP, s'il voulait aborder différents de ces sujets, devait avoir finalement tous ces interlocuteurs-là. C'était pareil pour les universités qui nous disaient oui, bon, à un moment donné, j'en ai un peu marre, j'ai été appelé par un tel. Ça faisait beaucoup. Donc le responsable du pôle au niveau, Patrick Roule, quand il a repris le pôle, a suggéré qu'on travaille sur plus de polyvalence et qu'on s'interroge sur la façon de faciliter la vie aux fédérations et aux pôles. Donc au bout du compte, maintenant, on fonctionne les mêmes par portefeuille de fédération, mais sur l'ensemble des sujets. Donc ça veut dire que si on a un responsable de pôle qui a un besoin ou un responsable de suivi socio-professionnel, voilà, il appelle une seule personne en fonction du sport et ensuite il pose toutes les questions qu'il a à poser et nous, on va soit accompagner directement, soit être un lien et pouvoir amener vers le bon interlocuteur. Donc progressivement, moi, la mission reconversion, elle a dû passer en arrière-plan parce qu'on me disait, forcément, si tu accompagnes les sportifs en carrière à l'INSEP, ça fait beaucoup de volume. Donc il y aura moins de place pour accompagner à la reconversion des gens qui sont hors INSEP. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on a reciblé sur l'accompagnement plutôt qui va préparer la reconversion, donc sur l'aménagement des études, l'orientation et travailler sur qui suis-je aussi en carrière et avant de se retrouver sur cette chute finalement, parce que pour certains, ça l'était. Et dernièrement, on a Axel Clerget, donc, qui est revenu voir donc, le directeur général de l'INSEP, au mois de juillet à peu près, et puis qui se disait, voilà, on a réfléchi à la commission des athlètes de haut niveau au fait de pouvoir monter un projet finalement sur la reconversion. Alors il n'avait pas la vision de tout ce qui s'était fait avant, donc il est arrivé en disant ça serait bien de pouvoir remonter quelque chose, enfin monter quelque chose, parce que lui ne savait pas qu'il y avait des choses avant. Donc là, on a fait pas mal de comités de pilotage, etc. Et on a, à l'INSEP, dit, nous, on a toute la base quand même de plusieurs années, depuis 2013, d'expertise sur ce sujet-là, aussi bien en termes psychologiques qu'en termes de nutrition, qu'en termes de recherche de finances, que sur tous les aspects socio-professionnels. Donc on va simplement relancer quelque chose qui existe déjà, mais d'une façon différente. Parce qu'on était parti du constat qu'au départ, j'étais la porte d'entrée. Et en général, je suis arrivée à l'INSEP, je ne vais pas vous cacher que c'était un peu particulier, puisqu'on me donnait une mission nationale et j'avais des interlocuteurs insepiens. Donc moi, ça m'est arrivé de prendre mon téléphone, de dire voilà, j'appelais le service psy. J'aimerais bien qu'un tel soit accompagné, mais bon, c'est quelqu'un qui vient de Strasbourg, qui n'a jamais été à l'INSEP, etc. Qu'il soit accompagné, il a un besoin en psychologie. Et là, on me disait non, c'est pas possible. Donc là, je me disais comment ça, c'est pas possible? Puisque, a priori, pour moi, cette psychologue était une collègue et j'étais à l'INSEP également.
Et c'est là que progressivement on s'est rendu compte qu'il allait y avoir un frein, c'est que dans le système, il y avait une volonté ministérielle qui était de pouvoir couvrir le territoire, mais effectivement l'institution et l'organisation n'avaient pas été modifiées pour pouvoir répondre à cette demande. Donc moi, ils avaient entièrement raison, ils disaient le problème c'est que nous on va avoir le temps et les ressources humaines et financières d'accompagner que les gens qui sont à l'INSEP si on est à l'INSEP, qui sont au CREPS si on est au CREPS, qui ont un MRP si on a un MRP. Je disais oui mais moi le problème c'est que mon nageur sur palme là, ou mon parachutiste, parce que j'avais aussi tout type de sport, ou le pongiste qui vient de je ne sais où, j'ai besoin d'avoir un interlocuteur qui serait quand même enclin à l'aider sur les aspects également de psychologie du sport, pas juste aller chercher dans un annuaire un psychologue au hasard. Donc on a mis 1 an et demi à monter un protocole qui du coup ensuite a existé longtemps et qui va exister dans le nouveau dispositif pour que le service médical de l'INSEP puisse mettre à disposition donc l'une de leurs psychologues à temps partiel, on va dire, sur les sportifs INSEP et sur les gens que je pouvais lui envoyer. Donc on fonctionnait comme ça avec Lisa Nourri, c'est qu'à un moment donné, moi quand je sentais un besoin, ou quand le sportif m'exposait un besoin, j'appelais Lise, je disais je pense que là, cette personne pourrait venir vers toi, je vais lui suggérer, ou alors il y a eu une demande, donc est-ce que tu es prête à la recevoir? Elle la recevait immédiatement et on faisait tout, visio, téléphone, bien longtemps avant le Covid, donc comme je travaillais qu'avec des gens, moi, je travaillais qu'au téléphone, puisque je travaillais avec des gens qui étaient partout. Donc finalement, on avait, grâce à ça, une spontanéité d'accompagnement, mais beaucoup nous disaient j'ai pas forcément envie d'être accompagné par un psychologue, j'ai pas besoin d'un suivi psychologique. Donc nous, on l'avait appelé bilan de fin de carrière, parce que le constat était qu'il y a des bilans obligatoires en début de carrière, et chaque année, bilans médicaux et bilans psychologiques. Et à chaque fois, on arrivait en disant oui, mais alors c'est très bien, mais alors le point final, qui le met en fait? Le bilan de sortie, qui le fait? Et c'est là où on avait trouvé une écoute auprès d'Alain Frey qui dirigeait le service médical de l'INSEP à l'époque. Il disait moi ça fait longtemps que je cherche des infos là-dessus. Et ensuite l'étude qui a été mentionnée hier où du coup Sébastien Le Garec rappelait qu'ensuite c'est l'IRMES qui l'avait analysé. L'étude sur les suivis des blessures et suivi médical, elle est partie à un moment donné de là. La volonté d'Alain Frey d'aller récupérer à 5 ans, 10 ans, même il disait à 20 ans, 30 ans, je veux savoir ce que sont devenus même jusqu'à 80 ans, quoi. Jusqu'à leur mort, il nous disait j'aimerais savoir quel est leur parcours médical et qu'on puisse définir quelles sont les séquelles qu'on pourrait relier au sport. Donc à un moment donné, on s'est rencontrés là-dessus, de se dire oui, nous on bosse sur la part psy, toi tu auras envie de savoir ça, donc on peut lancer finalement quelque chose. Et donc ça a ouvert une petite porte. Mais côté reconversion, j'ai pu l'ouvrir sur uniquement la psychologie du sport. Et au quotidien, donc, si je voyais qu'il y avait un besoin en nutrition, j'appelais nutritionniste, etc. Mais on avait cette problématique des ressources. Oui, mais en gros, moi j'ai déjà du monde, donc comment j'accompagne tes gars ou tes filles qui sont je ne sais où? Ok. Donc là, on s'est dit sur le nouveau dispositif, on va faire autrement, puisque la problématique est toujours la même. C'est d'intégrer dès le départ les différents professionnels qui finalement vont être partie prenante sur un accompagnement qu'on avait envie de voir de façon systémique. Donc on a maintenant, dès les premiers entretiens qu'on est en train de mener sur ce dispositif, le responsable de l'unité de performance, donc Nicolas Prévost, parce qu'on veut travailler sur la partie relation au corps, la partie désathlétisation, et toute cette partie liée également à la nutrition, au potentiel prise de poids ou au potentiel dérèglement dans la relation qu'on peut avoir avec l'alimentation. Mais également, qu'est-ce que je fais? Comme ils nous le disent souvent, je me retrouve dans une salle de sport, mais finalement, ça me fait bizarre de me retrouver avec... quelqu'un me l'a dit sur un des entretiens, donc je reprends, elle disait, je me retrouve avec des moldus. Donc je me retrouve avec monsieur et madame tout le monde en train d'essayer de soulever ma machine, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a dit, il y a quand même tout un travail qu'on leur propose jamais, d'essayer de les accompagner dans ce qu'on appellerait la désathlétisation et de se dire, comment finalement tu passes de 30 heures, 40 heures d'entraînement par semaine à rien, quand il y a un rejet complet, parce qu'on l'a. Alors moi je l'ai vécu pendant des années pour certains qui disaient, je ne peux plus toucher au sport, je ne peux plus aller vers le sport. Et à l'inverse, à finalement un besoin d'être dans une pratique sportive extrême. Là, on en a une sur le nouveau dispositif qui nous disait je me suis mise au parachutisme,
Une autre qui nous disait, moi j'ai besoin de mon shoot d'adrénaline en permanence, donc je suis dans une relation au sport qui n'est pas saine, elle le disait elle-même. Donc voilà, on s'est dit, là on prend l'individu dans sa globalité. La reconversion, c'est ça aussi en fait. Et après, moi je vais représenter tout ce qui va être suivi socio-professionnel. Et à la base, je travaillais sur l'aspect psycho, parce que j'étais formée au bilan de compétences, tout ce qui est psychologique. Et pour la psychologie clinique, donc, on a Laure Calvia, qui est la nouvelle responsable de l'unité de psychologie à l'INSEP. Ensuite, on commence à vouloir faire évoluer les choses également sur l'aspect financier. Parce que je l'ai entendu de l'autre côté. Parce qu'il y a tous les aspects qu'on vient d'aborder. Mais là, l'une des 4 accompagnatrices, donc Laurence, finalement, est en train de mettre en place également un projet pour pouvoir créer des modules de formation sur une acculturation à la gestion de son budget, à l'investissement, à tout ce qui va être lié finalement à la relation également à l'argent, mais pas forcément pour ceux qu'on nous plaint, mais simplement comment on fait au quotidien pour vivre comme monsieur, madame, tout le monde, simplement remplir sa feuille d'impôt, pas se retrouver avec des contrôles parce qu'on n'avait pas compris qu'on n'était plus sur la feuille de ses parents, des choses toutes bêtes, mais qui font que finalement on devient un jour un homme ou une femme capable de vivre dans la société telle qu'elle a été créée, avec des responsabilisations et une autonomie. Donc on travaille beaucoup sur toute cette vision de l'autonomie du sportif de haut niveau, et ça on l'a entendu plusieurs fois aussi. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Alexandra Foussa, qui est responsable du suivi socio-pro du tennis. Et à un moment donné, moi je parlais d'autonomie, et elle disait mais nous c'est tout le contraire, nous on veut pas, on veut les dédouaner de tout sur le tennis parce qu'en fait il faut qu'ils soient entièrement libres pour pouvoir pratiquer leur sport. Et là on dit ah oui mais alors nous à l'INSEP ce qu'on veut là c'est qu'ils ne se retrouvent pas comme 2 idiots et en 2 ronds de flanc à pas savoir finalement comment, je sais pas, on allume la lumière si je caricature quoi. Donc à un moment donné on se disait non on peut pas être dans l'assistanat permanent. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait des visions différentes en fonction de ce fameux objectif. C'est-à-dire que certains se disent l'objectif de performance ne peut être atteint que dans un certain modèle. Et dans d'autres fédérations, le modèle sera différent. Donc tout est aussi dans l'art de la communication, parce qu'on dit aux sportifs, tu dois être autonome. Mais alors à un moment donné, on s'est dit à l'INSEP, ouais d'accord, mais alors nous on lui demande en termes de suivi socio-professionnel au pôle niveau une forme d'autonomie. Tu appelleras toi-même l'employeur, tu vas toi-même aller taper aux portes pour aller chercher ton stage, même si ensuite on va t'aider, peu importe l'autonomie. Et sur le pôle France, on leur demande un autre degré d'autonomie. Puis l'entraîneur leur demande encore un autre degré d'autonomie. En gros, sois pas autonome du tout et écoute tout ce que je te dis et fais ce que je te dis. Après, on a à la scolarité un autre discours. Là, tu dois être élève. Et là, on s'est dit, mais finalement, les pauvres se retrouvent à avoir, on parlait de multiplicité d'identités, mais voilà, ils sont perdus. En disant, bah oui, mais alors avec Louis, j'ai le droit de prendre l'initiative, mais avec celui-ci ou celle-là, j'ai pas le droit, parce que si je le fais, je me fais taper sur les doigts. Donc à un moment donné, je sais plus à quel endroit je dois être autonome ou responsable, et qu'est-ce qu'est l'autonomie. Donc il y a tout ce travail-là aussi de communication avec les différents acteurs pour à un moment donné harmoniser ce qu'on attend d'une personne qui ne peut pas non plus s'écarteler en permanence sur qui suis-je et où vais-je. Et donc le nouveau dispositif, il vise vraiment à pouvoir, dans un premier temps, les recevoir pour faire ce bilan complet du parcours et du besoin. Et là, c'est assez intéressant. Alors, pour l'instant, il a été appelé expérimental, même si en fait, ça fait depuis 2013 qu'on gère la reconversion, mais sur ce nouveau-là, expérimental, pourquoi ? Parce que forcément, l'unité de la performance et l'unité psychologie nous ont dit, mais en termes de ressources humaines, on ne va pas forcément avoir le temps, s'il y a trop de monde sur la partie reconversion, puisque qui va payer, qui va mettre à disposition la personne qui normalement devrait être là et qui va être là. Donc pour l'instant, on est sur 12 sportifs qui sont rentrés dans le premier dispositif, puisque l'objectif c'est de montrer quels sont les besoins, qu'il y en a, de pouvoir ensuite du coup travailler, puisqu'on travaille aussi donc, avec le CNO et avec l'ANS, pour leur dire voilà, va y avoir finalement une demande exponentielle qui va nécessiter que vous mettiez de l'argent sur la table à un moment ou à un autre. Parce que moi, c'est le problème que j'ai rencontré pendant 6 ans. J'ai tapé à toutes les portes et on m'a jamais donné d'argent ni de personne. Donc à la fin, je me suis un peu usée sur mon banc toute seule. Je disais, j'ai une mission nationale toute seule. Alors quand je dis toute seule, ça veut dire que je bossais toute seule, je bossais avec tous les acteurs. Mais je veux dire, dans cette volonté de se dire, on fait évoluer le dispositif d'un point de vue régional, il n'y avait pas d'écoute. Donc heureusement, maintenant,
Moi, j'ai une vision globale de tout ça et ça a énormément évolué grâce à la déclinaison sur les MRP, sur tout ce qui est fait finalement avec les cellules FIRS. Ça va permettre d'aller toucher des sportifs de haut niveau qui étaient complètement isolés et d'éviter de se dire on centralise avec le vaisseau amiral parce que l'INSEP c'est bien gentil, mais à un moment donné, y a plein de gens qui n'iront jamais. Enfin, il y a plein de gens qui rencontreront pas finalement, qui n'auront pas cette chance d'avoir ce dispositif très, très cadré. Donc là, ça permet finalement d'avoir un maillage du territoire qui est quand même beaucoup plus fin, qui est moins de trous dans la raquette. Par contre, c'est assez amusant, comme le disait Sophie, parfois la demande arrive et elle n'est pas celle qu'on a perçue sur un des derniers entretiens. L'une des jeunes femmes, justement, nous a dit moi, je suis là parce qu'Axel m'en a parlé. Okay. Et elle disait en fait, je ne pense pas que j'en ai vraiment besoin. Et puis, au fur et à mesure du discours, on se rendait compte du besoin. Et là, ça a été très intéressant parce qu'on se dit qu'on va pouvoir commencer à recalibrer des choses rien qu'avec ces premiers entretiens. Le bilan de sortie, elle en avait fait un bilan médical. On va juste terminer quand même là-dessus. Et elle nous dit, mais c'est bizarre, j'ai eu des questions qui correspondaient à des questions d'un sportif en carrière. Et c'est vrai que sur le moment, nous, on n'y avait pas pensé, on s'est juste dit, de toute façon, le médical va gérer le bilan de sortie. Est-ce qu'on met en place ça, on leur propose, dans ce nouveau dispositif, qu'ils fassent ce bilan médical de sortie. Mais on n'y était pas, nous, dans le bureau. Donc là, qu'elle nous rapporte ça, elle nous dit, mais il nous pose des questions qui sont liées à la carrière, donc le médecin était démuni et n'a pas su lui poser les bonnes questions sur finalement l'après, les blessures, les séquelles, tu te sens comment. Elle était sur un sport d'eau, elle disait j'ai hyper mal au dos, rien que d'être assise là comme ça dans un amphi parce que mon corps était porté par l'eau. Donc il n'y avait pas cette approche médicale de l'après. Donc là on va pouvoir recalibrer et dire, travailler avec les médecins et se dire il va falloir créer un type de questionnement et de questionnaire qui est vraiment lié non plus à la performance, mais à ce que vit le corps après avoir été obligé de performer. Et elle nous avait parlé aussi d'autre chose, ça c'en était une autre. Donc on va pouvoir recalibrer aussi là-dessus le dispositif. C'était, finalement, elle n'avait pas ses règles pendant toute sa carrière, et elle dit, et maintenant, voilà, je suis comme, elle a 30 ans passés et tout, elle dit, c'est la folie hormonale qui part dans tous les sens. Et là, on s'est dit, c'est dans le bilan médical, on n'a pas pensé à mettre la gynécologue. Le truc de base. Donc là, voilà, on recalibre, et plus on a les entretiens, et plus on se dit, mais il y a des choses qui paraissent basiques, auxquelles on ne pense pas, et c'est le sportif ou la sportive qui vont nous l'amener. Donc on va pouvoir remettre dans le dispositif, certainement, peut-être, les services gynécologiques de l'INSEP, etc. Donc voilà sur l'ensemble de ce qu'on a pu voir, en sachant qu'il y aurait beaucoup à dire après sur ce que vivent vraiment au quotidien les sportifs de haut niveau sur la reconversion. Je vous remercie.